Bienvenue sur le site de la Sofcote. Bienvenue à cette session de e-learning sur les scolioses dégénératives de l'adulte de plus de 60 ans, réalisée en partenariat avec la Société française de chirurgie rachidienne. Merci de nous accueillir chez vous pour cette session. Je vais pour cela vous présenter les acteurs qui vont participer avec moi pour vous présenter cet enseignement. Le professeur Norbert Passuti, qui est chef de service à Nantes et qui est l'actuel président de la Sofcote, qui nous accueille donc chez lui. Le professeur Pierre Guigui à Paris, qui va être le responsable du chat. C'est donc lui qui va recevoir vos questions et les trier pour que nous puissions y répondre. Le docteur Daniel Chopin, qui est responsable de l'unité de déformation au CHU de Lille dans le service de neurochirurgie du professeur Richard Assaker. Le professeur Jean-Paul Steib de Strasbourg et le professeur Jean-Marc Vital du CHU de Bordeaux. Et votre serviteur Arnaud Lamoutier, qui s'occupe également de la chirurgie du rachis au centre hospitalier privé Saint-Grégoire à Rennes. Le but de cet enseignement est double. Il est d'abord pratique. Le but de cet enseignement est vraiment de vous montrer des exemples. C'est un enseignement par l'exemple. Et vous avez pu voir depuis maintenant une dizaine de jours sur le site de la Sofcote le dossier fil rouge qui va nous servir de guide tout au long de cette émission. Vous allez en fait, comme nous, raisonner. Voir cette patiente en consultation, voir ses radios, les examiner, proposer une stratégie de l'opération, réaliser cette opération. Tout cela, vous allez être montré pour finir, bien sûr, avec le résultat final chez cette malade opérée. Le deuxième but est bien sûr l'interactivité. E-learning, c'est synonyme de l'interactivité. Vous avez deux possibilités. Bien sûr, les questions par chat, c'est essentiel. N'hésitez pas, commencez dès que vous avez envie, dès que vous avez une idée à poser ces questions par chat. Et les sondages, nous allons vous proposer une demi-douzaine de sondages en direct où vous devrez répondre à ces sondages qui nous permettront, nous, de discuter par rapport aux réponses que vous aurez données. Je pense que le décor est planté, tout est OK en régie, tout est OK parmi vous. On décolle et passez un bon moment avec nous. Donc, les scolioses dégénératives de l'adulte depuis plus de 60 ans, juste pour définir le cadre de cet enseignement, on a exclu tous les patients qui avaient un antécédent chirurgicaux, et en excluant bien sûr toutes les autres causes neurologiques particulièrement, pas de Parkinson par exemple. On a privilégié les patients qui se plaignaient de déséquilibre et de lombalgie. En effet, les scolioses avec une radiculalgie prédominante, c'est un autre sujet, c'est un peu plus compliqué, mais bien sûr, il sera traité. Je vous invite d'ailleurs de venir nombreux avec nous, puisque ce sera un des sujets principaux du symposium de la Sofcote en novembre 2014. Diapo suivante. Donc, le premier thème est comment j'analyse la déformation, et je passe la parole à Daniel Chopin, qui va vous présenter le dossier fil rouge. Alors, la patiente que nous avons choisie, qui servira de fil rouge tout au cours de ce e-learning, est une patiente de 63 ans, qui n'a pas d'antécédent particulier, et qui se plaint de rachialgie associée à une déformation rachidienne apparue depuis 3 ans, de façon assez récente, mais avec une accentuation progressive, à la fois vers l'avant et sur le côté. Son période de marche est réduit, est inférieur à 100 mètres, et elle ne marche pas sans canne. Et ça s'accompagne de douleurs diffuses au niveau des membres inférieurs, mais sans rachialgie systématisée. Les autres questionnaires qui sont indispensables nous permettent d'avoir une évaluation objective qui servira d'autre part de point de départ pour le suivi du traitement. C'est essentiellement l'osvestri, donc vous voyez qu'il est à 56, le SF12 avec sur le plan physique un score de 26,4 et enfin le SRS 22 plus ciblé sur la déformation avec un score à 2,2, donc tous ces paramètres
montre un retentissement fonctionnel important. Et vous voyez ici la patiente avec son déséquilibre vers l'avant et sur le côté qui perturbe la marche, qui là ne dépasse pas les quelques mètres de la salle d'examen. Dans les examens cliniques, ce qui est important, et les deux points les plus importants sont certainement la réserve d'extension de hanche et la qualité du rachis dorsal. Donc Jean-Marc Vital va nous montrer comment on examine cette réserve d'extension de hanche. Alors cette réserve d'extension de hanche, finalement on la recherche assez peu et pourtant elle est très importante puisqu'elle permet le pas postérieur dans la marche. Vous voyez que dans ce cycle de la marche, le pas postérieur propulse le patient vers l'avant et a un effet tout à fait important dans cette activité qui est tout à fait à contrôler. Donc on va mesurer selon le schéma de Worka l'angle de recul du fémur par rapport au bassin. Donc cet angle peut être évalué de façon passive par l'examen clinique ou peut être évalué par la radiologie avec ce cliché de fente postérieure qui est absolument impossible chez la patiente qui nous sert de fil rouge. Donc il faut absolument vérifier cette capacité donc, du fémur à pouvoir se mettre en extension pour évaluer le retentissement sur la marche. Et la référence est celle donc, de Disvan Worka. Alors, à l'autre extrémité, un élément important à considérer, c'est le rachis dorsal et notamment ses possibilités d'extension active. Je vais vous montrer 3 exemples. Cette première patiente, qui est une adulte jeune et qui a une extension active tout à fait puissante et ample. Voyons maintenant cette patiente un peu plus âgée. Vous voyez, sa musculature ne semble pas très bonne, elle a un petit peu de mal, mais elle est capable de tenir son extension active avec une bonne activité de sa musculature dorsale. Et enfin, la troisième patiente, qui est notre patiente fil rouge, vous voyez, a beaucoup de difficultés, n'arrive pas à se relever, à étendre son rachis dorsal, même en utilisant les membres supérieurs, et elle n'arrive pas à tenir la position. Et ça, c'est un élément important qui sera un des points décisifs pour la décision de l'extension de la greffe vers le haut. Un des points importants de l'examen clinique est bien sûr les inégalités de longueur de membres inférieurs qui peuvent poser des problèmes difficiles pour la correction de l'équilibre. Alors le bassin et le rachis sont perpendiculaires, le rachis est vertical, le bassin est horizontal, mais tout change si nous avons un bassin qui n'est pas horizontal et un rachis qui n'est pas vertical. Alors ici, sur cet exemple type, si nous avons un rachis oblique, eh bien l'inégalité de longueur peut éventuellement rattraper l'équilibre dans ce cas. Si nous avons un bassin oblique, le rachis va se mettre en scoliose et quand nous avons une scoliose, cette scoliose est équilibrée grâce aux contre-courbures. Si la scoliose principale est corrigée, mais les contre-courbures ne sont pas corrigées, le rachis est déséquilibré avec une gîte sur notre droite. Et à ce moment-là, l'inégalité de longueur peut aggraver ou améliorer la situation. Vous avez ici un exemple où ce bassin oblique est corrigé par la déformation. Vous avez ici un bassin qui n'est pas corrigé et l'aide d'une talonnette arrivera à donner la verticale au patient. Très bien, donc l'examen clinique, vous avez pu examiner votre patient avec ces différents éléments. Bien sûr, l'examen neurologique est indispensable à la recherche d'une éventuelle paralysie du fait d'une radiculalgie, mais comme vous le savez, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Nous allons donc passer à l'imagerie avec un premier sondage. Ce sondage, vous avez à avoir à peu près 30 secondes pour répondre. C'est quels examens radiographiques faites-vous systématiquement lors du bilan d'une scoliose? Donc vous devez cliquer sur votre écran en bas à droite où apparaissent les différents items qui vous sont proposés. Il peut y avoir bien sûr plusieurs questions possibles. Donc le sondage est donc parti. Vous pouvez déjà cliquer. A, une télécolonne de facette profil. B, des clichés segmentaires du rachis couché.
une IRM du rachis en entier, un scanner lombaire, un test en traction ou test d'élongation, et pour finir, petit f, des clichés en inclinaison des différentes courbures ou bending. Vous cliquez donc sur vos petites coches et va apparaître d'ici quelques secondes le résultat de votre sondage, ce qui va nous permettre de discuter un petit peu de l'intérêt de ces différents examens. C'est le... Pierre, ça apparaît pas encore, hein? Non. Bon, c'est en cours. Vous êtes nombreux à répondre aux questions, donc il faut que... Il est peut-être un peu tôt. L'internaute se réveille. Non, l'internaute est réveillé, bien sûr. Sur les radios, est-ce que dans vos bilans, vous faites tous un petit peu la même chose, c'est-à-dire systématiquement des radios, par exemple, clichés en traction et bending, Norbert? Alors c'est systématique, hein, cliché en traction, bassin fixé et bending. La difficulté est de bien fixer le bassin, surtout dans des départs obliques lombo-sacrés, pour avoir une vraie valeur de l'inclinaison active et de la réductibilité. Donc grand cliché en charge face profil, bending, traction. Et Jean-Marc, à Bordeaux, c'est... On fait plutôt les bending avec... tout est conditionné par les manipulateurs, hein. Il faut bien caler le bassin, effectivement. Il faut bien contrôler le mouvement fait par le patient. Il faut que ce soit absolument reproductible. Donc il faut des protocoles bien établis. Sur l'IRM, bien entendu, en dehors de la recherche d'une sténose associée, est-ce que sur l'IRM, vous recherchez d'autres éléments, Daniel? Le grand intérêt de l'IRM, dans ce cas précis, c'est l'analyse musculaire, c'est l'analyse de la qualité des muscles. Au niveau lombaire, on voit généralement une infiltration graisseuse, mais l'intérêt, c'est là encore au niveau thoracique, pour voir la qualité de ces muscles qui vient compléter les données de l'examen clinique que l'on a vu précédemment. Alors sur les résultats du sondage, 64% pour une télécolonne de face et de profil, les clichés segmentaires couchés 22%, et l'IRM seulement 8%. Donc on a la réponse avec Daniel sur l'intérêt de l'IRM dans ces explorations. Analyse du canal, analyse endocanalaire, mais aussi analyse de tout ce qu'il y a autour du rachis et notamment de l'ensemble des muscles. Et ça, c'est un point important, notamment dans le cas qu'on aura ici à traiter. Mais c'est peut-être un peu inquiétant d'avoir que 64% de télécolonnes, non? Pour parler de l'équilibre. Alors, il est certain que la télécolonne de face et de profil, s'il y a une seule radio, un seul examen à faire, c'est celle-là. Alors effectivement, normalement, les clichés segmentaires couchés ne sont pas indispensables. C'est probablement une irradiation pour le patient pour rien. Et en fait, dans le résultat de ce sondage, c'était la seule radio qui, en théorie, n'est pas indispensable et qu'on ne fait pas systématiquement. On peut être amené à le faire parfois pour rechercher des choses un petit peu particulières, mais en tout cas, ce n'est pas fait systématiquement. C'était la seule question qu'il ne fallait pas mettre. Nous allons donc vous montrer les radios, les examens nécessaires. Donc on a vu un petit peu ce qu'il fallait. Et le dossier fil rouge, vous l'avez examiné et elle vous sort ces radios. Daniel. Alors, la télécolonne de face et de profil, c'est vraiment l'examen de base qui prend au minimum depuis le rachis cervical inférieur jusqu'aux têtes fémorales incluses, dans une position standard, main homologue sur l'épaule. Ce sont des éléments importants de façon à avoir des examens répétitifs comparables. Un point important lorsque vous voyez le patient pour la première fois, c'est lui demander s'il a des anciennes radios, car on peut comparer et voir s'il y a une évolution. Comme chez cette patiente, vous voyez, en l'espace d'un an, les choses ont évolué. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on a d'abord des informations globales d'équilibre avec cette ligne verticale partant de C7 qui, normalement, de face, passe au milieu du sacrum. Et là, vous voyez qu'il y a un déséquilibre. Cette ligne est décalée du côté concave, et c'est aussi une information importante. Le côté
du déséquilibre par rapport à la convexité de la courbure. Et de profil, cette ligne qui normalement passe au niveau du plateau sacré, voire à son bord postérieur, elle a non seulement en avant, mais même en avant des têtes fémorales, marquant du caractère décompensé de ces déséquilibres. Alors pour essayer de ramener cette ligne vers l'arrière, avec le bassin est en rétroversion maximale, comme ça ne suffit pas, les genoux sont fléchis, et là, vraiment, cette patiente est dans une mauvaise situation au point de vue de son équilibre. On va un peu plus loin avec l'analyse de paramètres régionaux et cette fameuse incidence pelvienne décrite par Madame Duval-Beaupère il y a près d'une trentaine d'années. C'est vraiment le phare, c'est l'élément repère dans cette grande tourmente où plus aucune référence n'existe. Cette incidence pelvienne, c'est un angle fixe pour un patient donné. Et c'est là le point important, il n'est pas modifié par toutes les situations de déséquilibre. On sait qu'il y a une variation dans la population avec une moyenne autour de 52 degrés, mais la distribution se fait en cloche avec des angles qui vont de 30 à 80 degrés. Mais c'est l'élément de référence pour un patient donné. Et à côté, il y a des paramètres positionnels, la version pelvienne, la pente sacrée, la lordose. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que tous ces éléments sont corrélés et qu'un certain nombre d'équations mathématiques à partir des données statistiques ont été élaborées de façon à pouvoir déterminer quel serait l'angle idéal théorique pour un patient ayant une certaine incidence en position d'équilibre debout. Alors évidemment, on peut prendre un papier et un crayon pour écrire toutes ces données, mais on peut les avoir maintenant avec l'informatique. Et ce que vous voyez sur la droite n'est pas une chromatographie rachidienne, mais c'est une espèce d'éventail de ces angles, avec en vert l'angle idéal, avec la marge de variation dans une population. Et au fur et à mesure qu'on s'écarte, on passe à l'orange et au rouge, qui est une position, une situation vraiment pathologique. Et vous voyez que la patiente, là, en question, eh bien, est complètement dans le rouge et même à gauche à ce niveau-là. Alors on peut mesurer tous ces éléments. De face, bien sûr, on mesure d'une part la déviation de cette verticale par rapport au milieu du sacrum et les angles segmentaires de la courbure elle-même. Ce sont les mesures qui sont faites habituelles. Le point suivant, c'est l'analyse de la raideur, qu'on analyse par ces tests de traction dont on vient de parler, et les tests en inclinaison qui nous permettent d'analyser de façon segmentaire le segment lombo-sacré, le segment de la courbure principale, le segment du segment thoracique, et qui nous permettent de savoir quelle est la raideur et quelles sont les mobilités d'un point de vue segmentaire. Le scanner, lui, a un intérêt dans différents domaines. Il va permettre d'évaluer de façon plus précise les synostoses antérieures et postérieures, le retentissement canalaire et permettre une reconstruction 3D. Alors, vous voyez, chez cette patiente, on voit très bien ici qu'il existe une synostose L5S1 complète, puis un bloc qui va de L2 à L4 et à l'inverse, le disque L4-L5, lui, a du gaz intradiscal témoignant de sa mobilité. Le plan axial lui permet d'analyser de façon plus précise l'intérieur du canal et de retrouver les zones de sténose. Et vous verrez qu'en L4-L5 du côté gauche, on voit cette zone de sténose qui n'a pas de retentissement clinique mais qui existe et à laquelle il faudra penser lorsque l'on planifiera la chirurgie. Alors, maintenant, on a évidemment les moyens avec des systèmes simples. On va voir sur la console du radiologue ou avec différents logiciels type Osirix sur son ordinateur portable, on peut faire ces reconstructions 3D et avoir cette vue, je dirais, interne de l'ensemble de la déformation qui nous permet de revoir encore à nouveau ces zones de synostose et de construire dans sa tête la vue tridimensionnelle de cette déformation. Enfin, je termine par l'IRM dont on vient de parler, qui permet d'analyser les disques. Bon, ici, ça n'a pas grand intérêt, tous les disques sont pincés, dégénérés. De faire cette analyse canalaire centrale, latérale et foraminale, et surtout d'apprécier l'état des muscles au niveau lombosacré et également au niveau thoracique. D'autres exemples, donc on vous a dit que c'est un enseignement qui est fait par l'exemple. Cette scoliose est bien sûr bien particulière. Et voici par exemple un autre cas qui est totalement différent, qui est une scoliose dont le déséquilibre est dans la convexité de la courbure lombaire principale. Mais lorsque l'on examine bien cette courbure, on s'aperçoit surtout de la perte de la lordose lombosacrée et au cliché en traction et au bending.
la raideur complète de cette charnière lombosacrée. Et en fait, le problème chez cette patiente est complètement à ce niveau-là, entre L4 et le sacrum, et c'est ici qu'il faudra porter tout son effort, car, comme vous le constatez, la courbure lombaire principale, elle est plutôt réductible, et si vous la corrigez de façon plus importante sans avoir corrigé le socle lombosacré, vous allez induire un déséquilibre majeur. Norbert, un autre cas de cette scoliose avec un rachis dorsal qui, lui, est satisfaisant. Alors, c'est très important dans la stratégie. On a vu l'analyse du déséquilibre frontal et sagittal, premier élément, et la réductibilité. Et on va voir que dans cette analyse, la réductibilité est un point essentiel. Voilà une patiente de 63 ans, scoliose dégénérative, sténose dynamique, équilibrée de face, une incidence normale ou basse, une version pelvienne dans la limite de la normale un peu élevée, pas de compensation en zone thoracique, avec un équilibre à partir de C7 légèrement positif, donc courbure relativement équilibrée. Le cliché en traction à droite montre bien la réductibilité segmentaire et surtout le bending confirme la réductibilité, l'analyse sur la zone lombosacrée. Donc caractère de scoliose dégénérative réductible. Alors là, on a un cas de scoliose concave réductible avec des clichés qui pourraient ressembler un peu aux clichés du fil rouge. Mais la grosse différence, c'est que cette courbure est souple avec un déséquilibre donc à la fois coronal et sagittal. Mais cette courbure est souple sur les clichés dynamiques. Et là, sans faire trop de libération d'ossotomie, on pourra, en comprimant du côté de la convexité, obtenir une bonne correction de cette déformation. Avec une charnière lombosacrée qui, sans être parfaite, bien évidemment, n'était pas aussi catastrophique que le cas de Daniel, qui était également effectivement un cas avec un déséquilibre dans la concavité de la courbure. Tout à fait. La synthèse, Pierre. Juste avant oui. la synthèse, on a plusieurs questions là sur le bilan radiographique, dont une question consacrée au cliché dynamique. Comment est-ce que vous analysez, qu'est-ce que vous tirez des clichés dynamiques, notamment dans les déformations qui sont très raides? Alors, je peux répondre sur cette question. Ces clichés dynamiques ont intérêt, effectivement, on compare les angulations entre les côtés, les bendings concaves et convexes. L'intérêt est essentiellement d'analyse de la charnière lombosacrée, car c'est là que se focalise l'essentiel du problème. Il y a une différence fondamentale entre documenter une mobilité à ce niveau-là ou au contraire une raideur complète, car on sait que s'il existe une raideur complète, on risque d'induire un déséquilibre dans le plan coronal en post-opératoire en corrigeant la syphose sous-jacente. A l'inverse, s'il existe une mobilité, on peut se poser la question de la conserver dans l'étendue de la fusion. C'est une situation plus rare dans les scolioses dégénératives qui se trouve plus volontiers dans les scolioses de l'adulte jeune. Un point essentiel sur l'exemple que j'ai montré, c'est quand même la réductibilité segmentaire de la courbure qui va être essentielle pour la stratégie chirurgicale dont on parlera ultérieurement, en plus de l'analyse de la charnière lombosacrée. C'est les deux points de référence sur lesquels il faut réfléchir. Pierre va nous résumer les questions essentielles que vous devez vous poser et donc avoir une réponse lors de l'analyse d'une déformation. Alors, première question, il faut identifier les courbures, identifier la courbure principale, bien identifier les contre-courbures de compensation et bien faire la correspondance entre la radiographie de face et de profil pour faire apparaître cette déformation, cet aspect qui est bien sûr tridimensionnel à la déformation. Deuxième point, déterminer la situation d'équilibre, non seulement de face, bien sûr, mais également de profil. Rapporter ces déséquilibres, notamment de profil, à l'incidence pelvienne, voir comment se répartissent les lordoses, voir où se situent les zones de déformation et de déséquilibre. Analyser, troisième point, la réductibilité de la déformation. Bien sûr, la réductibilité intrinsèque, comment la courbure principale se réduit, comment les contre-courbures de compensation se réduisent, bien sûr, mais également bien analyser comment l'une se réduit par rapport à l'autre pour ne pas induire de déséquilibre lors de la correction,
analyser également la correction de la déformation dans le plan antéro-postérieur au niveau des zones de syphose, par exemple, comme on le voit sur cette diapositive-là. Quatrième point, bien analyser les mécanismes de rigidité. On l'a vu avec de la radiographie standard, avec les tests d'élongation, les bending, mais également avec le scanner, les reconstructions. Il faut passer un petit peu de temps sur le scanner, bien voir où sont les verrous, où sont les freins à la réductibilité. Le scanner et l'IRM vous aideront également, bien évidemment, ce n'est pas le sujet ici, à analyser le canal. Y a-t-il ou non une compression? Y a-t-il ou non des sténoses associées? L'état des muscles, on en a beaucoup insisté là-dessus. C'est un point important, notamment dans cette déformation rachidienne. Avant de passer à un point très important qui est l'analyse de la comorbidité, y a-t-il une question? Alors, donc on l'a vu, question sur l'analyse des courbures rigides, hein, qui posent un certain nombre de problèmes, comment interpréter les bendings, les tests d'élongation, etc. Et puis finalement, une question sur la notion de réductibilité. Comment est-ce qu'on détermine qu'une déformation est réductible? À partir de quel niveau? À partir de quelle angulation par rapport à l'état initial, on dira qu'une déformation est réductible? On avait travaillé sur ce problème de la réductibilité, sur bending et clichés en traction. Les clichés en traction, lorsqu'on a une réductibilité inférieure à 30%, on parlait de courbure raide. Et au-dessus de 50% de courbure réductible. Donc je pense qu'on peut demander l'avis aux autres. Oui, je crois que plus qu'une question d'angulation, c'est une question de possibilité de rééquilibration. Le problème n'est pas ici une correction angulaire d'un angle de Cobb, c'est de voir quelles sont les possibilités de redonner un équilibre dans le plan cardinal et surtout dans le plan sagittal, si cette mobilité l'autorise. Si elle n'autorise pas, eh bien nous verrons qu'il faudra être un petit peu plus agressif. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a découvert, on met en avant que la contre-courbure est fondamentale, parce que finalement, s'attaquer à la courbure, c'est le but de la chirurgie, mais le résultat de la chirurgie sera celui des contre-courbures pour avoir un équilibre global du rachis et ne pas avoir une belle réduction de la scoliose que l'on voit. Donc un raisonnement totalement différent de celui, par exemple, d'une scoliose idiopathique de l'adolescent. Alors deux questions supplémentaires. Les radiculalgies induisent de la douleur, donc un déséquilibre supplémentaire. Comment est-ce que vous l'appréciez? Et deuxième point, bon, c'est vrai qu'on n'est pas en train de traiter le problème scoliose et sténose. On peut répondre à ça. Et troisième point, comment vous déterminez en cas de bassin oblique si ce bassin participe à la déformation ou pas? Jean-Paul, c'est pour toi. Le bassin, oui, le bassin c'est important parce que c'est la base de l'édifice et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que l'on soit à 90 degrés à condition que ce bassin soit horizontal. Alors là aussi, il faut apprendre à regarder les contre-courbures, mais il faut apprendre à regarder si le bassin est horizontal au départ et s'il penche du bon côté ou du mauvais, parce que là aussi, dans la stratégie, il faudra se réfréner dans la correction principale et mettre le paquet, si j'ose dire, dans cette fameuse contre-courbure lombosacrée. Et ça, c'est toute l'importance des données de l'examen clinique. Examen en bout de table, on a vu un certain nombre de diapositives passant. Et ça, c'est un point. Alors, il y a aussi le bassin de profil qui est évidemment essentiel, c'est-à-dire la lordose L4 sacrum. Si elle est préservée, si le bassin est en rétroversion, on voit que là, il participe à la compensation, il participe au déséquilibre par la perte de la lordose lombosacrée, à la compensation par la rétroversion pelvienne. Donc là, c'est là un point important. Je dirais presque peut-être plus que le plan frontal lui-même, dans l'occurrence. Oui, mais on se sent parfois plus actif dans le profil que dans la face. Donc passons au bilan de la comorbidité. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Un certain nombre de questions que vous avez posées, on y répondait lors de la discussion ou lors des topos. Mais rassurez-vous, elles sont toutes sélectionnées et nous essayons d'y répondre à toutes, bien évidemment.
Donc, si vous comptez opérer effectivement une patiente d'une scoliose, vous savez que c'est une intervention qui va être relativement lourde et il faut faire un état des comorbidités. Ceci est absolument indispensable pour vous éviter des gros ennuis, très gros ennuis en post-opératoire. Je vous recommande vivement de lire le papier de Serena Hu, dont la référence est en dessous, car elle analyse parfaitement tous ces bilans. Mais vous devez analyser tous ces points. J'insiste particulièrement sur le tabac, les bilans endocriniens, car ménopause et hyperestrogénie va entraîner bien sûr de l'ostéoporose. Et comme on va mettre des vis et des crochets dans un os qui ne tient pas, c'est embêtant. La densitométrie a tout son intérêt, même si ce n'est pas un examen qui, au niveau du rachis, est absolument d'une extrême fiabilité. J'insisterai énormément aussi sur l'état psychologique. Il faut savoir que quand quelqu'un a une scoliose depuis longtemps, c'est quelqu'un qui a été psychologiquement traumatisé, on peut dire ce terme, qui n'a pas la même façon de penser que quelqu'un qui n'a pas une scoliose. Et donc ça, c'est extrêmement important de se rendre compte, d'apprécier cet état psychologique. Vous avez dû le voir lors du teaser par rapport aux commentaires qu'a pu faire Jean-Pierre Farcy à ce sujet. Bien sûr, les médicaments et le bilan nutritionnel, très important. Donc, ce qui fait que cette patiente, elle va avoir un long chemin, elle va avoir beaucoup de spécialistes, les endocrinologues, éventuellement les nutritionnistes, les cardiologues, etc. Elle va avoir du monde avant qu'une opération puisse être décidée. Je vous dis juste un petit mot sur le bilan infectieux pour savoir s'il faut effectivement rechercher des foyers infectieux à distance, sûrement le CBU, l'état dentaire. La décolonisation nasale est certainement très à la mode à l'heure actuelle. Je vous recommande de lire la mise à jour des recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière, qui est date de septembre 2004. Ce n'est pas vraiment le but du sujet d'aller discuter de cela aujourd'hui, de même que la préparation cutanée, où il y a eu des éléments nouveaux. Il faut absolument que dans vos unités, dans vos services, vous vous réunissiez avec les médecins hygiénistes, les médecins infectiologues, pour faire une approche multidisciplinaire de ces problèmes et de faire des protocoles qui en fait dépendent beaucoup de la flore de votre établissement. Donc c'est absolument indispensable et ça doit être marqué dans le cadre des CLIN. Norbert, bien sûr, quand on parle scoliose, on pense à quoi? Paraplégie? Alors, je crois que c'est un élément très important. Quel bilan on va demander et qu'est-ce qu'on va exiger en péropératoire, puisqu'on va avoir des chirurgies plus agressives qu'avant, plus ambitieuses, beaucoup de vis, beaucoup d'ostéotomie proche du canal. Et souvent, on va monter en zone thoracique haute ou médiane avec un risque donc médulaire. Alors, pour moi, le bilan préopératoire est essentiel. C'est les potentiels évoqués somesthésiques et moteurs pour étudier, bien sûr, les conductions sensitives et motrices et l'électromyogramme en fonction d'une douleur radiculaire chronique évidente. Le deuxième problème est donc la connexion durant l'intervention. C'est un travail d'équipe avec l'anesthésiste pour certaines drogues, le chirurgien et l'électrophysiologiste. Et je vous recommande, suite à la table ronde de Strasbourg de la SFCR, il y a 2 ans maintenant, le très bon travail de Jouve de synthèse dans OTSR 2013 qui fait la synthèse des recommandations et de ce qu'on peut attendre en péropératoire des potentiels évoqués. Le premier sont les potentiels évoqués somesthésiques, les plus anciens, permettant d'étudier la conduction sensitive avec bien sûr des inconvénients faciles, rapides, mais beaucoup de faux négatifs ou faux positifs. On ne peut pas faire de façon isolée et fiable que des PES. Le deuxième problème sont les potentiels évoqués moteurs, qui sont complémentaires, étudiant très bien la voie conductrice motrice, qui permet, et ce qui est très important, d'étudier la fonction médulaire, qui est l'onde D, qui est un élément très important péropératoire en cas de modification significative, qui va permettre de repérer le niveau exact de souffrance médulaire, qui est un élément essentiel pour la stratégie péropératoire à ce moment-là. Donc c'est un enregistrement fiable actuellement et qui permet de faire une étude segmentaire de la moelle. Ensuite, les vis. On peut utiliser des vis en lombaire, mais aussi en thoracique. Et là, on a la possibilité de confirmer une souffrance d'un mauvais positionnement d'une vis pédiculaire thoracique, par exemple, avec des seuils au-dessus de 8 à 10 mA ou au-dessous. On va pouvoir avoir donc un seuil d'alerte et de vérification d'une vis pédiculaire en zone dorsale. Donc, le message est bien sûr de combiner toutes ces techniques, PES, PEM, onde D, et EMG PEROP par stimulation des vis, qui va permettre donc un véritable contrôle péropératoire médulaire et radiculaire.
Juste une petite question, Pierre. Donc une question, Norbert, pour toi. Est-ce que les potentiels sont-ils absolument nécessaires ou le réveil per optim stagnara est-il suffisant? Alors actuellement, si vous combinez ces techniques, c'est-à-dire PES, PEM, on fait des potentiels évoqués moteurs neurogènes qui étudient de façon combinée les voies, plus le test direct des vis, on ne fait plus de réveil péropératoire puisqu'on a une expérience et des séries rétrospectives en France, en Europe et aux États-Unis qui montrent que le réveil n'est plus nécessaire dans ces cas-là, si on combine toutes ces techniques. Et la question est plutôt dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut substituer le réveil par des potentiels évoqués? Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que des équipes disposent des PES isolés, ils doivent faire un réveil péropératoire obligatoirement, sinon ils n'ont pas de contrôle de la fonction motrice. Si vous maîtrisez les potentiels évoqués somesthésiques moteurs et potentiels évoqués moteurs neurogènes et le MG direct sur vis, vous évitez le réveil péropératoire. Je crois que l'idée de notre collègue internaute était surtout de dire j'ai pas du tout de potentiel, est-ce que un réveil suffit? Alors là, effectivement, vous pouvez reprendre le papier de Jean-Luc Jouve, tout cela est bien détaillé dedans, et on peut considérer, du moins avait été considéré, qu'au moins le réveil sur table était la surveillance électrophysiologique, entre guillemets, à minima. Évidemment, c'est mieux d'avoir des potentiels. Si vous n'en avez pas, il faut certainement faire un réveil obligatoirement. Juste un petit commentaire sur ce sujet, c'est que effectivement, quand on remonte au niveau thoracique, il y a un contrôle médulaire apparaît indispensable. En revanche, sur les corrections lombaires, où on réalise une ostéotomie au niveau lombaire, l'intérêt des potentiels évoqués est extrêmement limité, sinon pratiquement pas d'apport, je dirais. Le problème est purement radiculaire et la question se pose différemment en ce moment-là. Alors, juste une question sur l'EMG péropératoire, l'EMG péropératoire pour les vis. Bien, on a développé, je pense aussi à Bordeaux, auparavant on faisait des tests sur les vis lombaires avec un seuil au-dessous de 8 à 10 mA, et on a développé des techniques, je pense que Jean-Marc peut intervenir aussi, pour tester les vis en thoracique. Et à ce moment-là, on a, je dirais, modifié la qualité de contrôle des vis combinée à l'imagerie. Chacun a une imagerie ou arme, ou fluoroscopie, ou navigation assistée par ordinateur. Et là, on complète les techniques. Et donc, on a bien amélioré la qualité du contrôle des vis pédiculaires lombaires, mais aussi en thoracique, pour améliorer effectivement la fiabilité du positionnement des vis. Jean-Marc ? Oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est que si on a une réponse trop rapide sur la stimulation d'une vis thoracique, c'est qu'on est trop près de la racine ou de la moelle et on change la position de la vis. Alors pour revenir quand même sur le réveil péropératoire, si on n'a pas d'autre solution, il faut l'utiliser. Mais il y a quand même toujours le retard dans l'information que tout le monde connaît. Le réveil péropératoire, c'est en fin de procédure. Le pépin a pu arriver assez longtemps avant. C'est la grosse différence qu'il y a entre surveillance électrique et réveil péropératoire. Absolument, on va conclure là-dessus. Il est clair que ce que l'on dit là et ce qui est dans le papier de Jean-Luc Jouve est une recommandation, mais ce ne sera pas forcément du tout ce que choisira un expert en cas de problème. Et il est clair que si vous voulez, entre guillemets, vous blinder pour opérer des scolioses, il faut que vous ayez une électrographie péropératoire, c'est clair. Mais au moins le réveil, c'est mieux que rien.